Bonjour, Bonjour, si vous voulez vous présenter devant votre caméra. mais volontiers. Ah, je m'appelle Maurice Borne, je suis un vieil Imérien, ça veut dire que je suis né dans ce pays. Euh, j'ai pas mal bougé, je suis architecte défroqué, je suis ethnologue plus ou moins défroqué aussi. J'ai fait de l'édition, j'ai fait du cinéma et j'ai participé à la création d'Espace Noir. Ben justement, Espace Noir, pouvez-vous nous expliquer un peu d'où est l'idée d'ouvrir un endroit comme Espace Noir en 85? Alors, je crois qu'il y avait d'abord, il y avait la situation économique et politique du lieu. C'était pour nous important. C'est-à-dire que 85, c'est 5 ou 6 ans après le grand choc, le deuxième choc horloger qui a réduit à néant toute la puissance de la mono-industrie qui dirigeait cette région. Et donc, on s'est retrouvé à quelques-uns dans ce village et à se dire que finalement le plafond était bien bas et que il se passait pas grand-chose et que la population elle-même était réduite à l'impuissance parce qu'elle avait été habituée pendant un siècle ou un siècle et demi à la domination de l'horlogerie et que le politique ne jouait même pas son rôle et que on avait une quasi-impossibilité d'imaginer autre chose. C'est-à-dire tout ce que pouvaient attendre les gens, c'était quel était le grand groupe national ou international qui allait revenir ici dans la région et recréer de l'emploi. Euh, alors il y avait des espèces de slogans, on disait mais les gens d'ici sont tellement précis, tellement minutieux, c'est un endroit idéal pour établir des choses du type informatique, enfin, je veux dire matériel d'informatique, etc. Et en fait, tout le monde attendait que la même chose recommence. C'est-à-dire qu'on trouve un nouveau maître économique et qu'on recommence. Et nous, on était dans cette espèce d'idée qu'une période s'était terminée, qu'on ne regrettait pas, par ailleurs, il faut être clair, euh, et que le moment était peut-être venu d'inventer un truc fou, mais pas plus fou finalement que la raison qui nous avait conduit à cette espèce d'échec global, quoi, hein, puisque la région était en situation d'échec. Donc il y avait là 6, 7, 8 personnes, je ne sais pas quoi, qui étaient prêtes à tenter une aventure. Et puis il y avait un lieu. Il y avait un lieu qui était le bâtiment dans lequel on est, qui était à moitié en ruine, qui était abandonné et qui était destiné à la destruction. Et il devait même y avoir la construction de garages de voitures, de box, de parking pour voitures ici. Et on trouvait ça assez effrayant qu'en plein milieu du village, comme ça, on installe ça. Et donc on a réussi. Je vous raconte pas les exercices financiers parce qu'ils sont pas intéressants, mais on a réussi à acheter le bâtiment et puis à créer une coopérative qui a d'abord été une coopérative de construction euh, pour retaper l'ensemble de la baraque avec un projet qui est sensiblement ce que sont les lieux aujourd'hui. Hein. Je veux dire, l'idée de créer un lieu de rencontre, l'idée de le doter d'un petit cinéma, parce qu'il n'y avait plus de cinéma à 30 km à la ronde, tous les cinémas avaient fermé, de créer une librairie, de créer une taverne qui devait être justement ce lieu de rendez-vous, de créer un petit théâtre, etc., etc., une galerie, enfin voilà. Et en même temps, de faire de ça un lieu de vie, c'est-à-dire d'apporter la possibilité d'habiter, de créer un habitat simple, rudimentaire même, mais qui permette. Parce qu'au début, les gens qui travaillaient à Espace Noir habitaient dans la coopérative. Bon, c'était pas une règle, mais disons qu'il y avait pas mal de gens qui travaillaient ici et qui habitaient aussi le bâtiment. Voilà. Donc, vous vous êtes mis en équipe et vous avez plus répondu à un besoin qui était politique que culturel. Je crois, mais je veux pas, comment dire, voler l'opinion des autres. Hein. Je peux parler de la mienne, en tout cas. Pour moi, le culturel n'existe pas hors du politique. Enfin, je veux dire, c'est une idée totalement absurde. Ou alors, il faudrait se référer à des schémas marxistes de superstructure, etc., qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, je pense qu'effectivement, le culturel est un champ très large et qu'il est sans cesse traversé par le politique et inversement, il traverse le politique à tout moment. Alors, soit on finit par limiter la culture
justement à la superstructure, c'est-à-dire à de la décoration, à de l'enjolivement de la vie, je ne sais pas quoi. Soit on considère la culture comme moi j'ai envie de la considérer, et alors c'est la manière dont on vit, dont on établit des rapports avec son environnement, je veux dire environnement social, politique, financier, mais pas seulement dont on s'adapte à cet environnement, mais aussi dont on essaie de le changer. Hein. Voilà. Puis, au point de départ, lorsque vous avez pris la décision, est-ce que vous êtes tout de suite dit on va faire un impact autogéré ou le mode de fonctionnement est venu par après? Non, c'était au départ. L'idée première était de refuser tout subventionnement, de fonctionner en autogestion réelle, avec les, entre guillemets, sacrifices que ça pouvait supposer. J'appelle sacrifice le fait que qu'évidemment, on savait dès le départ qu'il ne pouvait pas y avoir des salaires mirobolants et que si c'était histoire de faire carrière, c'était pas le bon endroit. Enfin, il fallait évidemment accepter de vivre simplement, mais ça faisait partie, à la limite, précisément de ce que on appelait culture à l'instant. Ça veut dire, est-ce qu'on peut fabriquer un autre mode de vie, un autre mode d'échange entre les gens disons que la vision utopique, mais je la revendique, hein, quand je dis utopique, c'est pas, je revendique complètement, était au départ de l'idée, hein, c'est pas du tout quelque chose qui s'ajoute après ou que, je sais pas quoi, c'est pas nécessité qui fait loi, pas du tout. Non. Puis, mais justement, on parle d'argent. C'est sûr, bon, on décide de fonctionner sans subvention et tout, mais vous deviez quand même avoir un fonds de roulement. Attendez, il y a deux choses. Il y a le fonds qui est nécessaire à créer le lieu, hein, le fonds d'installation, je sais pas quoi. Puis il y a un fonds de roulement. Alors le fonds d'installation, ça a été ce que j'appelais tout à l'heure un bricolage économique, c'est-à-dire des apports personnels, des prêts bancaires. On vit dans un pays où, comme vous savez, les banques, à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais les banques prêtaient volontiers de l'argent. Elle jouait encore une espèce de rôle de marchand d'argent. Elle vous louait de l'argent, donc on pouvait avoir de l'argent assez facilement. Donc on a obtenu des prêts, etc. On a obtenu de quoi fabriquer l'outil. Voilà. C'était la première phase, c'est la phase de la coopérative de construction. Quand je parle d'autonomie, c'est essentiellement une autonomie de fonctionnement, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait créer un outil qui contenait en lui assez d'éléments pour produire l'argent nécessaire à soutenir d'autres activités, à fournir des salaires, même si c'était des salaires minima, et à faire tourner l'ensemble du système. Ouais. Puis, bon, vous avez passé ces 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Vous parlez personnellement? Oui, oui, j'ai dû passer 2 ans ou quelque chose comme ça. Vous avez décidé de partir après 2 ans, pourquoi? Oh, c'est complexe, mais la première des choses, je dirais que la pratique libertaire, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile à accepter ou à apprendre, je sais pas quoi. Et que le besoin de chef se fait très vite sentir. Et sans doute à cause de mon âge, parce que j'étais parmi les fondateurs, je sais pas quoi, on avait tendance à penser que j'étais quelque part le chef. Et moi, je refusais le rôle de chef, je voulais pas du tout l'accepter. Et à un moment, je suis arrivé à cette situation où j'aurais dû soit sortir mon couteau de ma poche, le planter sur la table et dire maintenant on fait comme ça, c'est-à-dire jouer au chef, ou alors dire bon, écoutez, je sais pas, moi, je ne comprends pas comment vous voulez fonctionner. Je sais que ce qu'on fait en ce moment ne permettra pas de fonctionner. Donc je cède ma place, je me retire du jeu. Voilà. Donc je me suis retiré du jeu d'une part pour ça, et d'autre part parce que pour moi, cet outil devait servir à fabriquer des choses. Il suffisait pas d'avoir construit ce truc et de le faire tourner, parce que ça finalement c'est à la portée de n'importe quel gestionnaire. Je veux dire, une fois qu'on a un outil qui est là, qui est construit, on le fait tourner. Pour moi, c'était un outil qui devait servir à fabriquer d'autres choses. Entre autres, l'édition, je l'avais dit, l'idée d'éditer des bouquins, d'autres idées comme être le tremplin pour des troupes de théâtre, pour des choses comme ça, qui puissent utiliser le lieu complètement indépendamment. Et
il est apparu assez vite, et je ne fais pas une accusation, là, je ne pense pas que les autres soient mauvais, mais que la somme de travail était tellement énorme, ou en tout cas l'investissement demandé était assez grand pour que beaucoup de gens trouvent superflu d'en faire plus, c'est-à-dire d'ajouter encore des tâches à l'édifice. Or, pour moi, c'était ça la seule raison. C'est-à-dire la seule raison de faire et de développer ça, c'était précisément de pouvoir développer des projets qui allaient venir. Et pour une partie des coopérateurs, faire fonctionner le truc, utiliser déjà toute leur énergie. Donc, il n'y avait plus de possibilité d'aller plus loin. C'est pourquoi je me suis retiré en me disant que peut-être que c'était mes exigences à moi qui étaient trop grandes ou mes projets trop fous, je ne sais pas, et que comme il n'était pas question que j'impose ma loi, j'avais qu'une chose à faire, c'était me retirer. Ce que j'ai fait. Une impression de stagnation. C'est pas stagnation, c'est ce sentiment que on est arrivé à un stade qui est que la chose tourne. Et alors maintenant, on fait des projets ou pas, et vous rencontrez en face de vous non pas des gens qui stagnent, mais des gens qui disent on est épuisé, c'est déjà tellement lourd de faire tourner le truc qu'on ne peut pas aller plus loin. Puis, quand vous avez quitté, bon, après s'être investi comme ça dans un projet, ben, vous n'avez pas eu peur que ça soit laissé à l'abandon ou vous étiez confiant que les gens qui allaient reprendre le flambeau? Non, j'avais simplement, comme je le disais à l'instant, l'idée que s'il y avait un autre mode de faire, même s'il n'incluait pas ce qui était mes rêves à moi, et qu'il y avait des gens pour le défendre, ce mode de faire, qui étaient d'autres coopérateurs, en laissant la place, je les laissais développer leur manière de faire dans le bâtiment. Donc je ne pensais pas que ça allait s'effondrer ou je ne sais pas quoi, ce que ça n'a pas fait d'ailleurs. Je pensais que ça prendrait d'autres formes, voilà, qui n'étaient pas absolument les miennes, mais auxquelles j'étais pas opposé, mais qui n'étaient pas les miennes de départ. Mais donc après tout ce temps, quand vous venez à Espace Noir, puis vous voyez que ça fonctionne encore, ça doit quand même vous faire un peu plaisir. Ah mais ça me ravit, attendez, parce qu'il n'y a rien qui m'embêterait plus que de voir l'espace s'effondrer, disons. À ça près que, parce qu'il faut dire les choses quand même, que si ça devait crevoter, je préférerais que Espace Noir se suicide. Il n'y a rien que je supporterais aussi mal que l'idée d'une structure crevotante qui survivrait à peine, et enfin, qui mourrait comme ça de mort lente. Et ça, pour plein de raisons. D'abord parce que je pense qu'une expérience, elle est intéressante, y compris dans son échec. Et qu'on peut avoir une tenue dans un échec. Ça veut dire qu'on peut justifier du pourquoi on s'arrête. On peut le dire. Et en le faisant, d'une part, on valide toute l'expérience. Alors que si on la laisse crevoter, ça veut dire qu'on en abuse et qu'on en use jusqu'au dernier fil. Mais en plus, même sans penser à la structure, si on s'arrête en expliquant pourquoi on s'arrête et en étant très clair, on laisse le champ ouvert à d'autres expériences. Il n'y a rien de pire. Imaginez qu'Espace Noir crève comme ça, lamentablement. Il va condamner toute espèce de projet alternatif ici, dans cette région, pendant des années, parce que les prochains, les gens plus jeunes qui vont arriver dans 5 ans, dans 10 ans, etc., quand ils diront on va faire un truc autonome et machin, tout le monde va leur dire dis donc les gars, la dernière, ça s'est terminé lamentablement, tout, machin, vous voyez bien que ça marche pas, c'est pas possible, on peut pas le faire. Donc on condamne des expériences futures en se laissant crevoter. Donc ça je ne voudrais jamais. Enfin, je suis pas bête de ça, hein, mais je veux dire que c'est ça qui me désolerait. Voilà. Puis bon, au début aussi, justement, est-ce que vous avez senti l'opinion des gens? Bon, Espace Noir Cube, déjà les tenants, c'est autogéré. Est-ce que vous avez senti la peur un peu des gens qui se disent mais c'est quoi Oui, je sais pas si on peut parler de peur. Ils savent pas bien ce que c'est que la peur aussi. Peut-être parce qu'ils la vivent tout le temps. C'est une espèce de réaction très habituelle dans la région. N'oublions pas qu'on a vécu, c'est vrai, 150 ans de mono-industrie dans lequel tout était interdit ici. On ne pouvait pas vivre dans cet endroit. On pouvait travailler, mais on ne pouvait pas vivre. Donc il y a une forte habitude, d'une part, d'obéir, et d'autre part, d'accepter la répétition du même. C'est toujours la même chose. L'horlogerie, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, créer une montre, c'est quoi? C'est créer un mécanisme qui répète éternellement le même, exactement le même. Si c'est pas tout à fait pareil, ça va.
Et ça finit par déteindre sur le caractère des gens. Donc c'est vrai qu'ici, tout ce qui n'est pas déjà connu, déjà vu et déjà expérimenté est louche, et délicat, difficile à passer. Alors on a subi ça, évidemment. Plus la connerie, qui est énorme, je veux dire. Puis justement, si ça amène le côté politique, bon, je ne sais pas comment c'était au début, mais est-ce que vous avez décidé de vous afficher comme étant un mouvement politique anarchiste dès le départ ou... Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'était. Alors il y avait là évidemment un lien à un passé. Encore une fois, c'est pas le fondement. L'idée, c'est pas, il y a eu la fédération jurassienne ici, et donc c'est ici qu'il faut créer un lieu qui que. Mais la parenté, quand même, elle était assez évidente. Et elle était revendiquée. C'est-à-dire qu'on disait bien, nous sommes des libertaires, nous défendons ces idéaux-là, même dans les statuts de membres, il est dit qu'on ne vote pas. C'est bizarre de demander aux gens de ne pas aller voter pour faire partie de l'équipe d'Espace Noir. Bon, on sent bien la couleur, enfin, je veux dire, c'est assez clair. Donc, ce sont des choses qui ont été affirmées dès le départ. Il y avait, alors ça a évidemment un peu affolé, mais relativement, parce que, en même temps, ici, alors voilà, on dit c'est le lieu où a été créée la Fédération jurassienne, c'est le point de départ de l'anarchisme, entre guillemets, organisé, mais personne ne sait ce que c'est ici, dans tout le village. Moi, j'ai fait toutes mes classes mes classes obligatoires dans ce village. Je n'ai jamais entendu parler ni de la Fédération jurassienne, ni de Bakounine, ni de rien de tout ça pendant mes 9 années de scolarité obligatoire et même plus loin. Ça n'existe pas. Ça a été totalement occulté. Donc, on dit anarchiste, c'est un truc, c'est aussi vague ici que ça peut l'être dans n'importe quel lieu. Hein. Je sais pas quoi, c'est assimilable. Je ne sais même pas si c'est l'anarchiste poseur de bombes. Non, c'est le désordre, oui. Et le désordre fait peur. Pas plus. Pas ouais, c'est ça. Je voudrais vous demander à quel moment dans votre vie vous êtes-vous intéressé à l'anarchisme ou plus à des moyens de vivre autrement? Si ça s'est passé dans l'enfance, la jeunesse. Alors je suis obligé de raconter des histoires personnelles, bien sûr, vous m'y poussez. Alors quand j'ai quitté la scolarité obligatoire ici à Saint-Igné, pour faire le bac, on allait à la Chaux-de-Fonds, faire les 3 ans qui mènent au bac. Et dans tout le temps où j'étais ici, je faisais ma scolarité, il y avait une espèce de drill comme ça, on poussait les gens en disant il n'y a que les meilleurs qui peuvent aller au bac, il y en aura très peu, il y en aura 2, il y en aura 3 éventuellement sur une classe de 30 élèves, etc. Et les autres, je sais pas, passeront dans les écoles du coin, je vous en reparlerai. Et voilà qu'un jour je me trouve à la Chaux-de-Fonds, je fais partie des 3, 4 qui vont aller faire le bac. Et dans la classe de la Chaux-de-Fonds, je rencontre des tas de gens, des tas de copains qui étaient plutôt minables à l'école, qui avaient des résultats plutôt mauvais, qui avaient eu une scolarité moyenne, mais qui avaient décidé simplement qu'ils allaient faire le bac. Et là, d'un coup, il m'a paru qu'il y a une injustice monumentale. C'est-à-dire que je pensais à mes potes d'ici, quoi, et je me disais, mais il y en a 20 d'ici qui pouvaient aller faire un bac, qui pouvaient se sortir les pouces de cette histoire, quoi. Cette histoire étant ce monde de Saint-Igné enfermé sur lui-même, et à qui on a fait croire qu'ils ne pourraient pas. Et qu'ils n'avaient qu'une solution, en fait, c'est d'aller remplir les rangs qui avaient été calculés d'avance, parce que ça, je l'ai compris peu à peu. D'une part, il fallait un certain nombre de mécaniciens, il fallait un certain nombre d'horlogers, il fallait un certain nombre de secrétaires, il fallait un certain nombre d'employés de banque, qu'est-ce que je sais, qui étaient quasiment définis à l'avance. Et sur une classe de 30 mecs, parce qu'à l'époque, les classes étaient séparées, filles et garçons, on avait décidé quelque part en haut lieu de à quoi allaient servir ces gens-là. Autrement dit, on avait prédéterminé leur vie complètement, quoi. Et c'était encore ce monstre économique qui avait décidé de leur vie quand ils avaient 12 ans, 13 ans, quoi. Et ça m'a paru comme totalement monstrueux. Peut-être que je suis beaucoup trop émotif, mais ça m'a désespéré. J'y repense aujourd'hui encore, aux copains d'école
qui ont été aiguillés sur des voies simplement fixées par le besoin économique, et qui n'ont jamais eu la possibilité de connaître autre chose, quoi. Et je crois que ça, c'est l'injustice première pour moi, c'est-à-dire le non-accès à la connaissance, au savoir, qui était fixé par l'édifice. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qu'était, je ne sais pas comment ça s'appelait, je veux dire, ça ne s'appelait pas l'anarchie pour moi, ou l'anarchisme, ça s'appelait simplement des chemins marginaux qui permettaient d'échapper à l'édifice, quoi. Voilà. Hein. Bon, alors j'ai découvert ce qui s'était passé ici dans ce lieu il y a maintenant un siècle, un peu plus d'un siècle, et l'histoire m'a intéressé. Voilà, j'ai commencé à développer pour moi une recherche à temps perdu, si je peux dire, de ce qu'était ce mouvement dans la région, quoi. Et je pense que ma politisation, elle date de là, donc elle date de l'âge de 16 ans, quoi, à peu près. Où je me suis senti, à partir de ce choc, parce que ça a été un vrai choc, définitivement hors de la majorité. C'est-à-dire, je ne veux pas faire partie, je n'ai jamais voulu faire partie de cette espèce de majorité qui dirige le monde, quoi, qui ne m'intéresse pas du tout, et j'ai cherché donc d'autres chemins. Voilà. Te considères-tu comme un anarchiste? Je sais pas. Bon, il y a encore quelques années, j'aurais dit oui, évidemment. Je suis sûr de faire la route avec les anarchistes. Ça, j'en suis certain. Je ne sais pas si j'ai envie de lever le drapeau noir plus que le drapeau rouge ou plus que le drapeau suisse. Les drapeaux m'emmerdent. Et à la fin, j'ai trop rencontré d'anarchistes qui soit étaient des espèces d'adorateurs d'une histoire mythique de l'anarchisme, ça veut dire Bakounine, Kropotkin, machin, etc., les dires des maîtres, et qui finalement retombaient dans le même type de piège, le piège des marxistes, hein, ou globalement le piège de tous les croyants. C'est-à-dire, il y a les vrais textes, il y a Dieu le Père, il y a machin, etc. Et avec une quasi-incapacité à avoir sa propre analyse critique. C'est-à-dire qu'on est très vite, avec quantité d'anarchistes que je connais, qui sont des potes, que j'aime bien, ça n'a rien à voir. On est très très vite, oulala, qu'est-ce que tu dis là? Ça, c'est des choses qu'on n'ose pas dire ni penser même. Et c'est quand même tragique quand on a affaire à des gens qui se disent anarchistes, de se retrouver jugés exactement comme dans le tribunal majoritaire, quoi. Donc j'ai de la peine un peu à... Je me sentirais complètement anarchiste si aujourd'hui on était capable de faire notre autocritique. Je ne parle pas d'une autocritique de type marxiste dans laquelle il s'agit de battre sa coulpe non, mais de comprendre les erreurs théoriques qu'on a transportées depuis les débuts de l'anarchisme. Je peux donner 3 exemples. Hein. Un des exemples, c'est la foi en la science, par exemple. L'anarchisme, depuis ses débuts, depuis sa création, a toujours pensé que la science était quasiment un dieu. Tous les textes anarchistes, mis à part un texte que peu de gens connaissent, qui est un texte de Bakounine, donc vous voyez, je me réfère aussi au vieux, qui lui dit méfiez-vous de la science, mais tous les textes qu'on peut lire des anarchistes sont des textes qui disent il faut révérer la raison, il faut souhaiter et développer la raison, et donc la science, hein, qui est son mode de faire ou de pratiquer, sans jamais avoir la capacité d'être critique par rapport à ce que faisait la science, ce qu'elle faisait en vrai dans la société. Hein. Et ça nous a mené à être aujourd'hui dans des positions où, si on n'admet pas ces gaffes, si on les analyse pas, on n'est plus crédible. Je ne parle pas d'être crédible pour le public, c'est encore un autre problème. Mais je veux dire, notre propre pensée devient un truc artificiel, un édifice artificiel, dans lequel on évite soigneusement de parler du fait qu'on a soutenu la science pendant 100 ans. Hein ? Il ne faut pas oublier que la gauche et l'extrême gauche, et je veux dire, et les anarchistes aussi, ont été, ça paraît très dur à dire aujourd'hui, mais ont été des gens qui, d'une certaine manière, n'étaient pas opposés à l'eugénisme. Ce qui est terrifiant aujourd'hui,
sachant ce qu'on sait aujourd'hui, après la guerre de 39-45, etc., c'est terrifiant de se dire qu'on a pu, d'une manière ou d'une autre, cautionner ce genre de choses. Et on les cautionnait au nom de la raison et au nom de la science. On pensait que l'homme devait contrôler sa propre situation, son propre développement, etc., qu'il y avait que comme ça qu'on y arriverait. Ça faisait partie des credos anarchistes. Et ça, quand même, je veux dire, il y a un moment où on doit dire, attendez les gars, stop, on a déconné. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à pourquoi on s'est trompé, comment on s'est trompé. Sinon, si on continue, je veux dire, avec des banderoles, Bakounine, et puis lever les drapeaux noirs dans tous les défilés, sans jamais reposer les questions, je vois pas bien ce qu'on fabrique. Alors c'est pour ça que je dis anarchiste jusqu'à cet endroit-là, c'est-à-dire à cet endroit où la pensée anarchiste elle-même devient solide, c'est-à-dire devient un truc avec lequel on ne peut plus jouer, avec lequel on ne peut plus réellement penser, mais qu'on peut seulement répéter. Ça, je le refuse complètement. Alors peut-être c'est ça être anarchiste d'ailleurs, hein, c'est de refuser que la pensée anarchiste se solidifie. Hein. Mais justement, on parle de renouvellement. Puis, est-ce que vous croyez qu'il y a une espèce de nouveau souffle qui arrive un peu dans les gens, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, que les gens, qu'il y a quand même une tentative d'essayer de recréer, de renouveler. Mais vous savez, je crois que parce que c'est peut-être en ça je suis peut-être anarchiste justement. L'anarchisme c'est pas une théorie, c'est quelque chose qui consiste à regarder la manière dont on peut vivre dans ce monde et dans cette société. Ça va toujours se renouveler. Ça va toujours exister comme un mouvement de réflexion sur soi-même et sur la relation qu'on a avec ce monde. Toujours. Et souvent, ce ne sera pas le fait des anarchistes, je veux dire des anarchistes tamponnés. Ça peut venir d'ailleurs. Tant mieux si ça vient d'ailleurs. Je veux dire, il y a une pensée qui, à un moment, se rend compte que tous les intermédiaires nous emmènent dans des mouvements dont on ne veut pas. Qui veulent faire notre bien, qui veulent faire notre bonheur, qui veulent régenter le monde pour le plus grand bien de l'humanité, je ne sais pas quoi, machin. Et dans tout idéaux dans lesquels on ne se retrouve pas en tant qu'individu. Le jour où on est face à ça, alors ou bien on désespère, on se flingue, je ne sais pas quoi, ou bien on essaie d'avoir une réflexion à partir de là où on est. Ça, c'est le renouvellement anarchiste. Alors évidemment, dans le monde qu'on vit maintenant, je veux dire, c'est devenu totalement terrifiant. Il faut vraiment faire un effort considérable pour ne pas penser, pour ne pas se rendre compte que c'est un monde qui va à sa perte et qui nous entraîne avec lui dans sa perte, non ? Et qu'on peut bouger à partir de ça, ce qui ne veut pas dire qu'on changera ce monde. Moi, à la limite, ça me met un peu égal de changer le monde, justement. Sinon, je prendrais le pouvoir pour changer le monde, je ne sais pas quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment je peux changer mon rapport à ce monde et ma propre vie. Hein, alors, c'est, je sais pas quoi, égoïste, entre guillemets. Mais je crois pas. Je crois que c'est surtout individualiste. Et que je pense que c'est par soi-même qu'on construit ce truc-là. Donc, évidemment, plein de changements, oui. Puis je voulais aussi vous demander pourquoi que, à votre avis, que l'anarchisme est considéré comme une utopie, mais j'entends anarchiste par mode de fonctionnement. À cause du poids de l'habitude, d'abord. Parce que on a appris, d'abord au travers de la loi du plus fort, que quand on était dirigé, il y en a d'autres qui pensent pour vous, il y en a d'autres qui prennent la responsabilité pour vous. Et c'est vrai que c'est quand on s'est habitué à abdiquer sa propre envie d'avoir des longues vies, c'est assez confortable. Hein, je veux dire, il y a des responsables. Donc on peut vivre là-dedans. On peut survivre là-dedans. Ce qu'on fait la plupart du temps. Hein. C'est-à-dire qu'on n'exprime plus des envies de vivre absolues, on exprime essentiellement le moyen dont on s'arrange dans le monde tel qu'il est. C'est pour ça que je vous disais au départ que pour moi, la culture, on y revient, mais on est dans le même domaine. C'est pas seulement s'arranger avec le monde, c'est aussi le modifier. C'est-à-dire, c'est comment on s'adapte à ce monde et comment on adapte le monde à soi. Si c'est insupportable, on le change. Nous, on vit dans un monde depuis un siècle et demi
Ou ce qu'on nous a appris, c'est comment nous adapter à ce monde. Alors il y a des bons trucs, hein, ça marche pas mal, il y a plein de gens, vous les croisez dans la rue. Bon, pour moi, ils ont l'air de cadavres, mais c'est un autre problème. Mais qui vivent relativement tranquillement. Ça va bien, ils vivent pépère, ils ont un petit monde, ils ont des buts bien précis, on leur a dit dans quelle case il faut mettre les sous, ils les mettent, voilà, ça rapporte ce qu'on leur avait promis. Pas toujours, mais enfin. Et ils établissent comme ça une espèce de modus vivendi qui est supportable. Voilà. Mais ils vivent pas, je veux dire, ils inventent plus leur vie, ils construisent plus des choses. Quoi. Mais on peut très bien oublier ça. Sinon, il y a longtemps que tout le monde se serait révolté. Il n'y a pas des dangers, justement, à force de s'intéresser à des choses comme ça, puis de voir comment le monde fonctionne, de devenir un peu misanthrope. En voyant justement ces cadavres et tout le monde qui en bat. Je sais pas très bien. Moi, la misanthropie, c'est une espèce de haine de l'humanité, hein. La haine de ses semblables, ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai une certitude, c'est qu'on se gourre quand on croit que la haine, c'est le contraire de l'amour. Moi, je crois que le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est pas la haine. La haine, c'est intéressant. Et ça contient plein d'amour, la haine, évidemment. Non. Donc, je veux dire, bien sûr, on est misogyne au sens où on dit, mais qu'est-ce que c'est que ces veaux qui se laissent mener comme... Et en même temps, dans cette haine-là, il y a plein d'amour, il y a plein d'envies qui changent, il y a plein d'envies qui soient autrement, justement. Non. Ouais. Je ne crois pas du tout que ce soit totalement antagonique. On se trompe quand on croit que, je sais pas quoi, d'une part, il y a, je sais pas quoi, les gens qui adorent les autres, qui partagent, je sais pas quoi, et puis de l'autre, la misogynie comme ça, machin. Moi, je crois pas. J'ai pas du tout cette impression. J'ai l'impression que dans la misogynie, il y a la plupart du temps à la fois de l'amour et de la déception. Je sais pas quoi. Mais il y a pas une espèce de refus définitif du monde. C'est pas vrai. Un monde idéal pour vous, ce serait quoi? Mais j'aimerais pas tellement, moi, qu'il y ait un monde idéal. Ce serait de facile. Non, c'est pas ça. J'ai peur qu'on s'emmerde. Non, moi, je veux pas d'un monde où, je sais pas quoi, gna gna gna, ou, je sais pas comment dire, ah, si tous les gars du monde se donnaient la main, les machins, qu'est-ce qu'on ferait chier, à ton avis? Moi, je veux pas d'une paix qui soit, c'est comme l'image de la paix, hein, c'est pour ça que je dis paix, une paix qui soit juste le silence entre deux guerres, hein. C'est la guerre, alors il se passe des choses, machin, et puis c'est plus la guerre, alors c'est, oh, il n'y a rien. Tout va bien, il n'y a rien. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux une paix dans laquelle on se bagarre, on ne soit pas d'accord, on échange des idées, on machin, etc. Je voudrais une paix active. De la même façon, je ne voudrais pas un monde idéal avec des petits trucs roses autour. Moi, je veux un monde où on s'engueule. Où on s'engueule et où c'est un plaisir d'échanger, de ne pas être d'accord, je veux dire, et d'argumenter, etc. Je veux pas un monde de violence. Je veux un monde qui refuse pas la violence qu'il peut y avoir dans la contradiction, simplement dans la confrontation. Mais que cette confrontation mène pas à la violence guerrière, évidemment, ça, on est d'accord. Alors voilà, peut-être juste un point comme ça où ça pourrait faire différence, c'est comment est-ce qu'on fait pour commencer à aimer la confrontation pacifique? On pourrait faire des guerres pacifiques. C'est pas mal. Ce serait intéressant. Mais il n'y a pas un moment donné où on finit à s'essouffler, à dire bon, ben, moi j'aimerais être comme tout le monde, puis Si, bien sûr. être classé, puis pas me poser de questions. Mais c'est la tentation de la paresse, on l'a tous. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on on peut pas. On commence déjà à tricher quand on considère que ceux qui vivent comme ça sont des cons. Parce que nous-mêmes, à certains moments, on en rêve de ça. On veut plus entendre parler des problèmes, machin, on est cons comme les autres. Oui, mais tranquille. C'est une envie qu'on a tous à un moment. Et c'est une envie de fainéant, je veux dire. Fainéant. Moi, je défends la fainéantise. Hein. Mais, je veux dire, fatigué, on en a marre. Quelquefois, quand on a fait 25 ans de bagarre et machin, on se dit, mais à quoi ça a servi tout ça, machin, tout ce que j'ai écrit, là, tous ces articles dans les revues Anard, les machins et tout, ça n'a pas fait avancer la chose d'un millimètre. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai pas été me mettre les pieds au soleil, moi? Hein? C'était pas plus con, hein?
Mais évidemment, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas vrai au sens où c'est pas vrai au sens où ce besoin ou cette insatisfaction première, elle reste. Et que moi, sans doute, après 10 minutes les pieds au soleil, j'étudie comment on peut faire sauter la plage, quoi. On parle justement. Rien que pour m'occuper, je veux dire. On parle de comme ça et tout, puis je me dis, pour revenir aussi un peu à l'espace noir par rapport au. Ben, je sais pas, à l'époque, c'était comment, premièrement, les relations qu'Espace Noir avait avec les autres groupes, un peu anarchistes, laxistes, comment ça fonctionnait? Ben, mais si vous vous promenez comme ça parmi les groupes, vous avez déjà dû le remarquer, c'est extrêmement conventionnel, les rapports entre les groupes anarchistes, très souvent. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment qu'on vous attend quand même un petit peu au virage pour vérifier si vous êtes bien dans la ligne. Si vous êtes bien un vrai anarchiste et que vous faites bien les choses comme il est convenu de les faire. Alors ça limite les rapports de structure à structure. Ça ne les limite pas d'individu à individu. Hein. Je veux dire qu'il y a quand même plus de facilité à dépasser ces obstacles. Mais très souvent, dans les rapports qu'on a pu avoir, nous, il y avait à la fois, de la part des autres, mais sans doute d'un autre aussi, en même temps un encouragement, et en même temps un œil qui contrôle quand même, qui vérifie que on va voir ce qu'ils vont faire, on va voir s'ils vont tenir la ligne, s'ils vont être dans l'esprit, ou bien s'ils vont commencer à tourner. Est-ce qu'ils vont devenir commerciaux? Est-ce qu'ils vont, etc. Machin. Il y a toute cette espèce de jugement puriste qui, à mon avis, fausse pas mal la relation à l'intérieur du monde anarchiste. Et je disais tout à l'heure que c'est pas tout à fait le cas avec les individus, mais souvent ça l'est, même avec les individus. C'est-à-dire que à combien de colloques et de rassemblements j'ai participé, vous dites un truc comme ça, comme je parle maintenant, ça veut dire on cherche pas absolument ces mots, on dit des choses. Et puis vous avez tout à coup un zèbre qui se lève au fond de la salle, pur anarchiste, laine et sucre, et qui dit mais tu as utilisé le terme machin, etc. C'est intolérable. Ah bon, j'ai fait ça moi. Oui, ça prouve que. Donc il y a une espèce de, un peu comme il y a eu dans ce qu'on a appelé la dérive gauchiste, un purisme révolutionnaire comme ça qui fait qu'il y a une surveillance entre les gens. Et ça, c'est un poison dans le mouvement anarchiste, j'en suis persuadé. Puis c'est un peu dommage, parce qu'on me dit que si tous les gens travailleraient ensemble, ben, on pourrait peut-être arriver c'est évident. Grand, c'est évident, mais bon, alors il y a les deux aspects de ça. Pardon, j'allume ma pile. On peut se dire que on pourrait fixer des bases d'accord minimales. On pourrait au moins se mettre d'accord sur un certain nombre de choses de base, et à partir de là, construire ensemble, avec d'autres gens. D'accord ? Mais inversement, on peut se dire, c'est pas mal que toutes les expériences soient contradictoires, partant en étoile, pas d'accord les unes avec les autres, etc. Parce que ça explore des tas de terrains, ça explore des tas de possibilités, et que finalement, la question, c'est de savoir si ce à quoi on veut arriver dans un délai raisonnable, hein, je veux dire, si on parle dans quelques années, est-ce qu'on veut arriver à quoi? Une grande fraternité de tous les centres autonomes, encore une fois, cette espèce de monde idéal, où machin, on aurait fait notre petite fraternité entre nous, puis autour, il y aurait le monde, et à la limite, on n'aurait plus à se préoccuper du monde, vu qu'on aurait fait une belle grosse fraternité entre nous. Hein? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un but, ça. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec les écolos, pour ça qu'ils m'emmerdent considérablement, c'est qu'ils sont en train d'installer tout un réseau à l'intérieur du monde qui les satisfait parfaitement. Une fois que ce réseau fonctionne bien, alors ils râlent contre le monde sur des points précis, je sais pas quoi, ce que je sais, la pureté de l'eau, enfin, n'importe. Mais à l'intérieur de leur monde, ils ont organisé leur petite vie. Est-ce que c'est ça qu'on veut en tant qu'anard? Moi, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas le sentiment que quand j'aurai réussi à fédérer
quelques groupes comme ça, minoritaires, et qu'on aurait réussi à faire un échange entre nous, on sera arrivé au but qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on va construire à partir de ça? C'est tout de suite la question qui me vient. Je veux dire, d'accord avec le réseau, mais pour faire quoi? Juste pour fonctionner? Si on a des buts, si on veut aller ailleurs, si on veut construire quelque chose à partir de ça, je suis pour. Sinon, je ne vois pas. On peut plus être un grand nombre de personnes, on peut plus changer les choses. C'est ça que disait Marx. Je vous y prends. Moi, non, mais c'est sans rire. Hein. Ça m'intéresse pas tellement, ça. Je veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je veux pas changer le monde pour faire un monde idéal et tout ça. Je veux pas. Sinon, le chemin est connu. Enfin, on peut changer le monde. Alors après, il devient évidemment pas idéal. Ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire, il n'y a qu'à prendre le pouvoir. Ils ont essayé, les autres, là. On sait ce que ça a donné. C'est pas ça, le truc. Ça mène justement une question par rapport à, je sais pas comment vous voyez l'avenir pour les mouvements libertaires. Vous croyez que ça tend à mourir ou... Non, ça peut pas mourir. Le mouvement libertaire, sous la forme qu'il a maintenant, il peut bien mourir. Mais l'idée libertaire, elle ne va pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est complètement... Elle est dans chaque individu. C'est-à-dire que sitôt qu'un individu se rend compte, ça y est, il y a un nouveau foyer qui est né, on est foutu. Je veux dire, on n'a pas pu éradiquer le mal. Non, il n'y a aucun besoin. J'en parlais hier, cette nuit, longuement avec un anarchiste à Dijon, qui me disait, oui, mais tu comprends, toi, tu as lu les textes et tout, machin. Moi, j'ai pas lu tous les trucs et machin. Mais t'as rien à en foutre. Je veux dire, il n'y a aucun besoin d'avoir lu la théorie anarchiste, appris la leçon anarchiste pour devenir anarchiste. Ça n'a aucun sens. Il est dur avec moi. Sérieusement que je ne vois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une manière d'apprendre à être anarchiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas une théorie de l'anarchie qu'on apprend, soit en lisant des bouquins, soit en lisant les anciens, soit en lisant des théories politiques qui permettent d'arriver à la fin à dire, alors maintenant, voilà, j'ai acquis la connaissance nécessaire à être un anarchiste. C'est pas inutile que des gens le fassent, hein, fassent ce travail théorique. Moi, je fais partie des gens qui font ça ou qui ont fait ça. Et c'est pas du tout utile. On n'a pas besoin de ça pour être un anarchiste. On peut devenir anarchiste par sa propre réflexion et par la réflexion de sa propre situation dans le monde. Le fait qu'il y ait des gens qui sont soit des historiens de l'anarchie, soit des théoriciens, n'implique pas que pour devenir anarchiste, on ait besoin de passer par ce chemin-là. Ça, c'est un truc fondamental à comprendre, parce que sinon, ça voudrait dire une fois de plus que l'anarchie, ce serait comme, à peu près comme n'importe quelle connaissance, c'est-à-dire finalement réservée à une élite qui, elle, aurait bien acquis les bases nécessaires et serait seule à pouvoir en parler vraiment. Alors, c'est pas vrai. Je veux dire, un type qui est devenu anarchiste seul dans son coin, en n'ayant jamais rien lu des théories anarchistes et qui vit seul dans sa campagne, peut développer des idées au moins aussi intéressantes que moi, sinon beaucoup plus, s'il a réfléchi sur effectivement cette situation. Et ça, je crois que c'est fondamental à comprendre, parce que c'est aussi ça la grande porte de l'anarchie, non ? C'est qu'elle est une réflexion à partir de soi-même, et pas à partir d'appui sur des textes. C'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de groupes anarchistes qui vont être refermés, puis qui vont passer plus comme une clique, puis les gens ne vont pas nécessairement vers eux, même si on les implique. Oui, mais parce que précisément, ils croient devoir s'appuyer sur une théorie définitive. Et donc, en fait, ce qu'ils exigent des autres, ou ce qu'ils exigeraient des autres, ce serait que les autres en sachent au moins autant qu'eux de cette théorie pour pouvoir se parler avec eux. Non ? Ce qui est une imbécilité, finalement, parce que quand on fait ça, précisément, on n'est pas en train d'agir en anarchiste, on est en train d'agir en sectaire. Et ça, c'est le grand danger, j'en parlais tout à l'heure, le grand danger qui guette toutes ces formes de ce qu'on parlait de suspicion tout à l'heure. Enfin, je disais que très souvent, entre groupes, entre anarchistes même, il y a cette espèce de contrôle pour voir si l'autre, au moins, est conforme. C'est une imbécilité, ça, c'est vraiment
c'est comme ça qu'on va refermer l'anarchisme en secte, quoi. Ça me semble important de le dire. Oui, c'est important. Puis bon, je déroule que je vous amène sur un tout autre sujet qui est la Fédération jurassienne. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce qui s'est passé en plus ici à Saint-Denis. Ben, c'est pas vraiment un tout autre sujet. Ça c'est intéressant, justement. Il y a une manière conforme de raconter l'histoire de la Fédération jurassienne qui consiste en général, je dis ça en très grande ligne, hein, à dire, voilà, c'était des gens qui étaient des horlogers, qui, en tant qu'horlogers, avaient l'habitude de travailler indépendamment, avec une certaine liberté, qui, en plus, avaient l'habitude de lire beaucoup, hein, et qui, à cause de ça, ont développé des moyens d'entraide, d'abord, entre eux, et une indépendance vis-à-vis des mouvements qui étaient des mouvements centralisés, qui les ont conduits à devenir ce qu'on appelle des anarchistes ou des libertaires, et à créer la Fédération jurassienne. Hein, ce qu'on a appelé après la Fédération jurassienne. Si on parle de la naissance du mouvement. Moi, je crois que c'est... je vais être violent. Premièrement, raciste, comme thèse. Et puis, deuxièmement, un peu idéalisé. Moi, je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le 19e siècle, en tout cas la première moitié du 19e siècle, a été secoué par des révolutions, par des mouvements de révolte dans l'Europe entière. Et qu'une des conséquences de ces révoltes, ça a été l'émigration forcée de quantité de gens qui avaient défendu des idées. Alors on peut parler de la France, hein, avec les révolutions de 30 et de 48. On peut parler de l'Allemagne, du mouvement qui va aboutir à la fondation de l'Allemagne, mais qui d'abord a été un mouvement de révolution. On peut parler de ce qui s'est passé en Italie avec le Risorgimento et toutes les révolutions italiennes, qui vont aboutir aussi à l'unité italienne, mais qui, avant ça, sont d'abord des mouvements de révolte contre les royaumes passés, etc. Beaucoup de gens comme ça se sont retrouvés être des révoqués politiques, et la Suisse, pendant cette partie-là du 19e siècle, accueillait ces gens-là. Il y avait une habitude, qui est une habitude comme ça, parce qu'on sait qu'on va rencontrer les collègues, qui faisait que les Français allaient sur Lausanne et Genève. Les Italiens aussi. Ceux, par contre, qui sont venus d'Allemagne, sont venus se réfugier dans cette région. Je dis cette région, c'est le Jura large, ça veut dire que ça part d'une ville qui s'appelle Soleure, ça passe par Bienne, et toute cette région jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Il y a eu des centaines et des centaines de réfugiés politiques qui ont habité ici, qui, pour la plupart, étaient des gens extrêmement solides, extrêmement costauds, je veux dire au sens de leur éducation politique, et qui ont eu une influence considérable sur la pensée ouvrière dans ce vallon. En général, on n'en parle pas, on ne les évoque pas, on fait un peu comme si l'idée a été complètement née ici, ce qui est faux aussi. Je pense que effectivement leur influence a été considérable. Je ne vais pas vous citer des noms parce qu'on irait loin et voilà, c'est peut-être pas le lieu. Donc pour moi, ça c'est la première chose qu'on doit dire sur l'origine. Ensuite, c'est vrai qu'il y avait d'une part un isolement, c'est-à-dire que ces régions vivaient de manière relativement isolée. Ils n'étaient donc pas reliées à l'ensemble des centres de la Suisse. Par contre, elles étaient reliées par des liens de type, appelons-les commerciaux, ou plutôt des liens de métier. Ça veut dire que, par exemple, la ville de Besançon était proche de cette région. Parce qu'à Besançon aussi, il y avait des usines d'horlogerie et que les ouvriers passaient aussi bien des usines de Saint-Imier et de la Chaux-de-Fonds à Besançon que l'inverse. Donc il a commencé à se créer entre tous ces gens un réseau qui très vite s'est installé en réseau d'entraide. Il s'est développé très loin, hein, puisque je veux dire, ces gens ont été capables de... Ici à Saint-Imier, il y avait une boulangerie coopérative dirigée par la Fédération. Il y avait 2 épiceries dirigées par la Fédération.
on se débrouillait pour acheter le bois pour les gens de la fédération en ensemble, etc. Donc il y avait un mouvement coopératif très, très, très costaud, qui s'est occupé aussi des assurances, invalidité, qui s'est occupé des assurances de chômage, hein, pour les membres. Au départ, ce sont des groupes qui se forment chacun comme une fédération, et sont des fédérations de métiers. Donc là, on voit aussi l'influence assez forte de ce qu'était anciennement le corporatisme, ou de ce qui reste du corporatisme. C'est-à-dire qu'il y a une fédération des établisseurs, il y a une fédération des fabricants de ressorts, etc. Et au tout départ, bizarrement, dans ces fédérations, il y a aussi bien des patrons que des ouvriers. C'est pas du tout les ouvriers qui s'opposent aux patrons. Il faut attendre les premières grandes crises, et il faut savoir que cette région est sans doute détentrice du record de crise en Europe. Hein. C'est-à-dire, ici, il y a eu une crise grave toutes les 10 ans pendant 150 ans. Tous les 10 ans, il y avait une crise avec chômage, etc., et des crises qui pouvaient durer 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on était dans la période du capitalisme déchaîné, sauvage, comme on dit aujourd'hui, et donc on produisait à outrance, et sitôt qu'il y avait le moindre blocage de type, je ne sais pas quoi, de type la guerre de sécession aux États-Unis, de type une surproduction à l'échelle européenne, tout s'arrêtait, ça bloquait, et on foutait les ouvriers à pied, simplement. Donc là, les ouvriers ont commencé à piger que les intérêts des patrons n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux des ouvriers, parce que quand il y avait crise, les patrons continuaient à vivre largement sur leurs réserves, et les ouvriers crevaient de faim. On faisait la soupe populaire. Non. Donc il y a eu une séparation, on a créé des petites fédérations ouvrières qui se sont opposées à ce que entrent dans la fédération des patrons, même des petits patrons. Voilà,